Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle, le podcast qui décortique les championnats du monde de vitesse moto. Aujourd'hui, c'est le numéro 167 et on va vous parler du 8e Grand Prix de la saison qui s'est déroulé au mythique circuit d'Assen aux Pays-Bas. Pour ce faire, je retrouve Stéphane. Comment ça va, Stéphane ? Salut à tous, ça va très bien. Et avec nous, une acolyte, Automne. Comment ça va, Automne ? Ça va aussi, merci. On va faire un point rapide sur les news parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le paddock là, ces dernières semaines. Tout d'abord du côté du Moto2 avec Marc VDS qui confirme qu'ils passeront sur des Kalex, qui passeront des Kalex au Boscoscuro pour les saisons 2025-2026. Ce qui est une décision pas surprenante vu ce que font les Boscoscuro ces dernières saisons. Vous en pensez quoi ? Oui, c'est clairement ça, c'est que, là on le verra plus tard en parlant de la course, mais depuis le début de la saison, les Boscoscuro sont quasiment tout le temps en tête, et c'était presque surprenant qu'il n'y en ait pas plus sur la grille. Le team Ponce qui a passé, qui est devenu le team MTL Metz MSI, ils ont pris des risques en choisissant les châssis Boscoscuro, mais ça paye, et du coup maintenant ça ouvre la voie à d'autres équipes. Oui, c'est clair. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner et c'est, je pense, un bon choix pour eux. Du côté du MotoGP, il s'est passé beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas eu de course pendant un petit moment et du coup ça a été l'occasion au Mercato de se faire. Tout d'abord, il y a eu la confirmation de la rumeur de Bastianini chez KTM Tech 3. Qui ne sera donc plus Gas mais qui redevient juste KTM. Et il sera rejoint par Maverick Viñales qui quitte Aprilia juste après la décision de signature de Martin chez Aprilia. Quid de Miller Augusto Fernandez, on ne sait pas encore. Miller, on sait, il n'est pas reconduit chez KTM. Oui, il n'est pas reconduit, mais on ne sait pas où ils vont finir. Non, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'ils sont plus chez KTM pour le coup. Non, ça c'est clair. On a aussi Acosta qui passe dans le team usine KTM. On a la confirmation qui était assez surprenante sur le moment et avec du recul plus vraiment de Marc Marquez chez Ducati officiel aux côtés de Pecco Bagnaia. On a Alex Marquez qui signe pour 2 années supplémentaires chez Gresini, donc il va finir l'ère des 1000 chez Gresini. Et on a Marco Bezzecchi qui signe chez Aprilia pour 2 ans, donc pour 2025 et 2026. Donc on se retrouve avec un line-up qu'on a connu en Moto3, qui n'est autre que Martin Bezzecchi. Ça c'est pour le Mercato et donc on est toujours en interrogation pour l'avenir de Di Antonio, de Morbidelli, Miguel Oliveira et les 2 Fernandez, Miller et Rins qui lui n'a signé que 1 an chez Yamaha, donc ça, on pourrait penser qu'il va continuer une année de plus chez eux, mais donc ça c'est un peu les pilotes sur lesquels on a des interrogations. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements dans le paddock ? En fait c'est des mouvements auxquels on s'attendait tous parce qu'en fait c'est des choses qui étaient dans les tuyaux et dont les médias se faisaient les échos en disant que Marc Marquez, les officiels c'était quasiment fait, que un tel irait chez là, donc il y a pas grand chose de quoi un accostage chez KTM, bon c'était un petit moment. Voilà, après que c'est des mouvements assez logiques. Viñales qui décide de quitter Aprilia, c'est assez surprenant quand même. Ouais, celui-là par contre, je suis d'accord. Après oui, je suis d'accord avec ça. Non, mais connaissant Viñales, c'est pas si surprenant que ça, hein. Parce que, en fait, c'est un pilote qui a toujours dit qu'il suivait son instinct. On se souvient en Moto3 quand il a claqué la porte du team Blue Sense Avincia en la première année des Moto3, alors qu'il était encore en bagarre pour le titre. Et il a dit, j'ai pas la moto qui me permet de jouer le titre, je pars. Et il a dit qu'il roulerait plus de la saison. Au final, il est revenu, il a loupé une seule course, c'était Sepang. Et il est revenu en Australie, si je me trompe pas. Mais ça lui arrive d'avoir des coups de sang comme ça. Avec Yamaha, ça lui est arrivé. Quand il a été repêché par Aprilia, c'était un coup de chance aussi. Mais là, ce qu'il a déclaré, c'est que c'est la première fois des 5 dernières années que je choisis mon avenir.
Ouais, après, est-ce qu'il a pas eu peur aussi de se retrouver face à Martin et d'avoir du coup d'être à nouveau le pilote numéro 2? Mais dans tous les cas, chez KTM, on va pas se mentir, il arrive avec Bastianini, il sera aussi pilote numéro 2 vu ce que Bastianini fait cette année. Donc, bon, on verra en tout cas ce que ça va donner. En termes de mouvement, il y a eu des mouvements aussi au sein des teams, puisque Pramac vient de signer avec Yamaha pour 7 ans. Donc, adieu Ducati. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une grosse annonce parce que pour moi, Pramac, j'aurais vu rester chez Ducati. Et par contre, j'aurais plus vu le VR46 aller chez Yamaha, compte tenu du fait que Valentino Rossi, c'était quand même l'ambassadeur Yamaha. Donc, ça, je trouve très surprenant, en fait. Mais voilà. Ouais, Et après... quand t'entends les déclarations, enfin, du coup, je trouve que tous ces mouvements, en fait, quand tu écoutes les réactions des pilotes et des teams, je trouve que tu sens un peu un peu d'énervement, un peu de... Il y a du mauvais esprit à chaque fois parce que limite enfant gâté, ah bah lui, là, ça fait comme si... Enfin, je trouve que ce qui renvoie dans les médias, quand Miller, il dit, comment pas que le KTM m'ait pas gardé, moi je performe, c'est pas comme des mecs, qui ont été re-signés pour 12 millions, par exemple, tu vois. Attaquant Quartararo, ou quand t'as le patron tu vois, comment ça s'appelle, de Pramac qui dit, ah bah oui, on n'est pas d'accord, que Ducati, ait pas pris, Jorge Martin, alors du coup on passe chez Yamaha. Je trouve quand même, ils nous font croire par moment que, hop, ils ont claqué les doigts, puis ils sont allés chez Yamaha. Bon, je pense que c'est un étude depuis un petit moment, mais je trouve qu'il y a un peu la course à la mauvaise foi aussi sur, cette saison des transferts. Moi, j'ai l'impression que, en ce qui concerne KTM, ce qui est plus dommage et quasi révoltant, parce que ça fait plusieurs fois quand même que ça se produit, c'est le management des pilotes par KTM. Et donc Miller, en interview, outre la pique qu'il a envoyée à Quartararo, il disait que KTM lui avait dit même pas la peine de chercher autre part, on veut quelque chose sur le long terme avec toi. Et que au final, il a été appelé 3 heures avant l'officialisation des contrats de Bastianini et Viñales chez Tech 3 KTM pour lui dire qu'il aurait pas de contrat finalement et que du coup, désolé. Oui, mais ça c'est typique du management de KTM, on est habitué. Enfin, de toute façon, tout ce mercato est assez surprenant sur le respect des pilotes en soi, puisque c'est comme pour Martin qui est prévenu 3 heures après la course qu'au final il va pas du tout avoir le guidon officiel du Ducati et que qui doit chercher ailleurs. Bon après. Tout ça est lié aussi aux déclarations de Marquez dans la presse, etc. Mais en tout cas, oui, c'est à revoir. Par contre, je disais, ça aurait été pertinent de voir la VR46 avec Yamaha, sauf qu'ils ont signé jusqu'en 2026 avec Ducati et que Yamaha a un vrai besoin d'avoir un team satellite pour développer la moto, ce qu'ils annoncent être en train de faire. On parle même de réflexion de moteur V4 pour Yamaha en cours d'élaboration, etc. Donc c'est pertinent. Campinotti parlait du fait qu'ils étaient en train de draguer ouvertement Di Antonio pour venir chez Yamaha. Est-ce que ça serait une décision ultra risquée? Je pense pas pour Pramac, mais pour Didier. Et Lynn Jarvis parlait aussi de faire monter Lopez en MotoGP chez Pramac. Donc ça ouvre des portes aussi et des réflexions à d'autres pilotes pour tout ça avec le mercato. Ouais, il voulait un pilote confirmé pour développer la moto et il serait pas contre d'avoir un rookie justement pour quelqu'un des fois qui a... Oui, après, est-ce que Di Antonio aurait envie de partir chez Yamaha? Ça, c'est une autre question aussi. Ah bah pour 12 millions, t'en as certains qui préfèrent rester dans leur écurie plutôt que prendre des risques et partir ailleurs, tu sais. Mais pas donc avec de l'argent, ça, ne sois pas de mauvaise foi. Non mais je veux dire par là, tu vois que par moment l'argent, malheureusement, ça m'emporte sur le sportif, quoi. Moi, ça m'étonnerait même pas que Toprak revienne chez Yamaha via Pramac avec le matériel d'usine. Il y avait des rumeurs comme quoi Toprak aimerait vraiment la MotoGP en 2020. Ouais, alors que le team officiel est reconduit avec Toprak et Van der Mark en Superbike. Mais bon. Et en parlant du Superbike, l'info qui est tombée ces dernières semaines, c'est le team Bonovo BMW qui arrête à la fin de la saison. Donc eux qui arrêtent, comme je disais, Toprak et Van der Mark, eux continuent avec le team officiel, et Alexov et Bassani poursuivent avec le KRT sur le projet Bimota. Donc ça c'est pour le côté World Superbike, et il y a eu aussi l'annonce de
du maintien de Misano jusqu'en 2029 au calendrier. Donc ça, c'était la petite aparté. Par contre, il y a une rumeur dans le paddock d'après Simon Patterson qui disait que d'après plusieurs sources, Lewis Hamilton serait en voie ou aurait la volonté de racheter le team Gresini. Ce qui serait une très bonne nouvelle, je pense, pour le MotoGP, parce qu'on sait à quel point Lewis Hamilton est un féru de sport moto. Mais c'est assez surprenant, ça sort un peu de nulle part quand même. Bon, après, il met juste des vides. Hein. Le team, je pense pas qu'il ait beaucoup à dire sur la moto. Je pense pas qu'il ait spécialement le temps de venir aussi sur chaque course. Donc, Oui, je suis d'accord. Non, c'est plus l'aspect... moi, j'y vois plus l'aspect communauté de Lewis Hamilton qui, du coup, pourrait aussi se rapprocher du MotoGP pour ceux qui n'y connaissent rien. Bon, ça, on aura une réponse dans les semaines à venir. On a fait rapidement le tour des news. Il y avait quand même pas mal de choses à dire sur le Mercato. On en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Là, la grosse nouvelle pour moi, c'est au-delà de Marquez, c'est Bezzecchi qui signe chez Aprilia parce qu'on savait pas où est-ce qu'il allait finir vu sa saison un peu catastrophique. Je pense que c'est une bonne nouvelle de le voir aux côtés de Martin la saison prochaine. Ou pas, hein, parce que déjà quand ils étaient en Moto 3, ils s'aimaient pas trop les deux. Alors après, c'est assez drôle d'ailleurs. Les médias ont posé la question à Martin et à Bezzecchi avec du coup une interview de Martin où Bezzecchi lui pose la question en lui disant qu'est-ce que tu penses qu'on va pouvoir faire l'année prochaine, et Martin répond alors on pouvait pas se blairer quand on était en Moto 3, on se parlait plus à la fin de la saison, mais maintenant on est des adultes et on est des pilotes intelligents, donc maintenant on se parle. Ouais. Alors c'est toujours pareil, quand t'es pas la même écurie, tu peux plus te parler que quand c'est ton coéquipier quand même. Oui, c'est clair. Mais on verra, hein, après, de toute façon, Aprilia, il voulait un pilote italien, donc... Après, on verra à quel point Martin est gérable ou ingérable aussi. Ouais, après, la question qui va se poser pour moi, c'est est-ce que Bezzecchi a bien fait de partir, ou est-ce que à la VR46, ils auraient voulu le garder, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est Ducati qui a annoncé que l'année prochaine, il n'aurait que 3 motos officielles. Mais voilà, après, ce que Pierre disait très bien, c'est qu'il y a sûrement une volonté de Ducati derrière de réduire les coûts et l'investissement fait sur les teams annexes pour pouvoir développer la moto de 2027 avec les nouvelles réglementations. Donc, encore une fois, Ducati a sûrement encore un coup d'avance dans sa poche. Ouais, et cette décision-là, à mon avis, ça c'est pas... étranger au fait que la rumeur de VR46 avec Yamaha reprenne un peu du poids avant qu'on entende l'officialisation avec Pramac, parce que Uchiyo Salucci disait que les conditions imposées par Ducati étaient un peu trop contraignantes pour eux, et c'est pour ça que la piste se réouvrait. Voilà, c'était soit un coup de bluff, soit vraiment le changement de politique de Ducati. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Automne, sur ce sujet. De toute façon, on verra ce que ça donne à partir de la saison prochaine. On va passer rapidement sur le Moto E qui était assez surprenant pour les leaders du championnat. En qualif, c'est Zanoni et Tulovic qui sont passés en Q1, et en Q2, c'est Zakone, Garzo et Zanoni. Donc Zakone qui fait la pole. Et donc le Moto E était de retour pour cette deuxième partie de saison pour eux aux Pays-Bas. C'était une course pleine d'affrontements et de rebondissements puisque tous les candidats au titre, Mattia Casadei, Spinelli et Zanoni, ont chuté, et c'est au final Hector Garzo qui s'impose devant Gutiérrez. Encore une fois, j'ai une prononciation, je pense qu'ils font exprès en Moto E quand ils sélectionnent le line-up de prendre des mecs avec des noms que je peux pas prononcer. Donc devant cette personne et Jordi Torres. Et en course 2, sans grande surprise, c'est Zakone qui a dominé toute la course. Donc il n'y avait pas vraiment de rebondissement pendant cette course. C'était sa première victoire en 3 ans. Et encore une fois, il a signé pas du tout, il a gagné devant Gutiérrez et Garzo. Et Spinelli, lui, a encore une fois chuté. Donc ce qu'il faut retenir de ce week-end en Moto E, c'est que clairement, c'était pas le week-end des leaders du championnat, mais que ça a permis à Zakone de renouer avec la victoire. Voilà, et au classement au championnat, Casadei mène avec 140 points devant Zanoni avec 137, Goumachin avec 133 points, Garzo avec 129, Zakone avec 119 et un peu plus loin Spinelli avec 88 points. Voilà, donc
beaucoup de contre-performances des prétendants au titre, et du coup les écarts sont de plus en plus serrés. On va pas s'étaler sur le Moto E parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les autres courses. Donc on va passer tout de suite au Moto 3. Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé du côté des chérubins? Allez, c'est parti. Alors en Q1, vont passer Rueda, Bertele et Esteban. La pole pour Piqueras devant pour Rosato et Berrer, qui est le régional de l'étape. En ces temps de Tour de France. À noter qu'Esteban, Bertele et 2 autres pilotes en fait vont devoir passer pour la plupart entre 1 et 2 longues laps parce qu'ils ont pas roulé assez vite lors des qualifs lors de leur entrée au stand et donc ils ont été pénalisés par la direction de course. Alors, malgré son all shot, Piqueras ne conservera pas le bénéfice de sa pole position car il va se faire attaquer rapidement au bout de quelques virages par Ortola. Les positions après le premier tour sont Ortola, Piqueras, Furisato, Berrer, pour ne citer que. Au 3e tour, on va noter la chute de Suzuki. Il faut aller jusqu'à la mi-course, comprendre que la victoire va se jouer entre un groupe de 12 pilotes, dont Berrer, Ortola, Furisato, Fernandez, Munoz et Alonso. Berrer, lui, qui va jouer à domicile, prend les commandes de la course et il va compter jusqu'à presque une seconde d'avance sur Ortola. Mais ces 2 pilotes vont être roue dans roue jusque dans le dernier tour et Ortola va atteindre une attaque assez impressionnante à Berrer dans la dernière chicane avant la ligne d'arrivée et finalement il va s'imposer sur le fil devant Berrer et Munoz lui finira sur la dernière marque du podium. Au classement général, donc Alonso est toujours en tête avec 154 points. Berrer, lui, pointe à la 2e place, 3e place pour Olgado, Ortola 4e, Munoz 5e. Et quel finish d'Ortola! Ouais, quel finish d'Ortola, c'était incroyable. Ils ont eu une victoire sa remontée et son dépassement, ouais non mais ça se joue à, je crois que c'est 0,01, un truc comme ça. Mais sa remontée et son passage dans la dernière chicane, moi j'étais comme une folle, hein, vraiment, c'était complètement fou et c'était amplement mérité. Alors ça fait chier pour Weiger parce que c'était chez lui et qu'il aurait pu avoir une victoire à domicile, mais par contre Ortola champion du monde ce dimanche, quoi. Surtout on a bien senti que le public était quand même derrière son pilote, hein, parce que tu entendais à la télé les monde qui criaient. Et puis alors là, dans le dernier virage, t'entends les gens crier, mais plutôt de dégoût plutôt qu'autre chose, quoi, quand il s'est fait doubler par Ortola. C'est incroyable. Ouais, c'était super bien amené par Ortola. Il a remonté petit à petit. Au début, Weiger avait énormément d'avance quand même. Et il se fait coiffer sur la ligne, quoi. Donc, Weiger a tenté de fermer la porte dans la chicane et Ortola avait tout prévu et a amené plein de vitesse par l'extérieur. Et c'est passé donc incroyable. Mais je trouve que le public justement a été très très fair-play. Il y a eu aucun sifflet. Ils ont forcément plus applaudi Weiger, mais ils ont aussi beaucoup applaudi Ortola et enfin c'est pas sur tous les circuits qu'on verrait ça donc. C'est rare parce que souvent les Hollandais, tu reprends la Formule 1, ils sont quand même pas hyper fair-play. Ils aiment leur pilote et pas trop les autres. Mais leur pilote c'est Verstappen aussi. C'est pas le mec le plus fair. ouais, c'est pas le mec le plus agréable. T'as le public que tu mérites, comme on dit. Bon. Voilà, en tout cas, le public a été fair-play sur cette course de Moto 3, ça, je suis d'accord avec vous. Parce que ça faisait super longtemps qu'ils attendaient une victoire à domicile, quand même. Ouais. Oui, puis ça aurait été mérité, et puis ça aurait été très très cool pour le pilote, pour ce pilote, parce que il faut qu'il aille la chercher, sa victoire à domicile. À un moment donné, il fait des belles performances. On attend que ça pour lui. La performance à noter aussi, c'est la performance de Lunetta qui termine 6e. Ils en ont beaucoup parlé dimanche après la course de ce pilote. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Automne ? Moi, je trouve ça chouette qu'il puisse porter le numéro 58 parce qu'il a l'accord de Paolo Simoncelli et qu'il roule dans son équipe. Parce qu'il avait choisi ce numéro en hommage à Marco Simoncelli. Après, il a progressé assez régulièrement depuis le début de la saison. Et c'est chouette que ça se concrétise par une bonne position à ce Grand Prix. Ouais, je suis d'accord avec toi. En parlant de bonne position, en regardant le classement, je me suis rendu compte d'un pilote
qu'on voyait plus trop, dont on a parlé un peu en début de saison et qui fait des progrès et qui se place de mieux en mieux, c'est Adrián Fernandez. Adrián Fernandez qui a fini seulement 7ème, alors très loin parce qu'il est quand même à plus de 2 secondes de la tête, mais de toute façon, ils sont tous... Il y a un gap entre Ortola, Veijer et les autres. Ils sont tous à plus de 2 secondes. Mais ouais, Adrián Fernandez qui... cette année est dans un team qui lui convient et dans lequel il fait des progrès, donc c'est chouette. Ça lui change de quand il était placé juste parce que son frère. Donc voilà, ça c'était des bons résultats. Piqueras, pareil, qui fait un top 10. Donc, Ouais, après, Adrián Fernandez, pour moi, il est pas rookie, il a déjà de l'expérience. Et il souffre de la comparaison avec Piqueras qui a signé la pole. Oui. Pendant que j'ai par rapport à sa pole, c'est vrai que Piqueras, il a pas su vraiment l'exploiter non plus. Ah, pas du tout. Là, sa pole, il finit 8ème. Ouais, c'est clair. Bah, il est à 2,6 de différence. C'est ça. Donc, et celui qui a fait un mauvais dimanche, au final, c'est Furusato aussi, qui était bien parti, et au final, qui finit à plus de 20 secondes derrière. Donc ouais, un peu un week-end à oublier pour lui. Et celui qui, pour moi, est vraiment le gros flop de ce week-end, et malheureusement de ces derniers week-ends, c'est Holgado. Holgado, encore une fois, alors qui finit quand même... il est quand même 3ème au classement général, il est que 43 points de Alonso, mais c'est en descente, en fait. Il refait une... c'est un copier-coller de l'année dernière, en fait. Il repart dans ses travers à être très loin, quoi. Il finit Il n'y a pas trop 11ème à 5 d'explication en secondes. plus, parce que la moto, elle est performante. La différence par rapport à David Alonso, c'est que les deux ont raté leur qualif, mais Alonso a été capable de remonter, et il finit 3ème, donc... C'est ça, Holgado, s'il part pas devant, et encore, même quand il part devant, il est capable de faire des erreurs tout seul, donc c'est vraiment problématique. Il va être temps qu'il se ressaisisse pour la deuxième partie de saison, parce que sinon, le championnat va encore s'éloigner. Et l'année dernière, on s'est dit, il lui faut encore une année avant de monter en Moto 2, etc. Là, zéro raison de monter en Moto 2 s'il continue à faire cette saison. Là, ça serait pertinent qu'il fasse monter des mecs comme Alonso, comme Munoz, comme Rueda, enfin... Des mecs qui ont un petit truc, et même certains parmi ceux-là mériteraient encore une année en plus. Ouais, Ortola. Mais là, c'est un peu déprimant pour Holgado. C'est sûr, si tu fais 2 saisons décevantes, je suis pas sûr que t'attires beaucoup de teams en Moto 2. Bah, c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, par contre, en Moto 2, il y en a qui ont passé un très très bon week-end. C'est le team... le team d'Ortola, puisque c'est MTLMS qui ont fait un doublé entre le Moto 3 et le Moto 2. Automne, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé en Moto 2 ce week-end ? Ouais, un des tournants du week-end, ça s'est passé dès les essais, parce que Joe Roberts est tombé dans le virage 7 pendant la première séance d'essais chronométrés. Et c'était une chute vraiment à haute vitesse dans un virage dangereux qui a piégé plein d'autres pilotes ce week-end. Et il s'est relevé en se tenant le bras, donc avec la clavicule cassée, et il a dû déclarer forfait pour le Grand Prix. En Q1, c'est Albert Arenas, Zonta van den Gorberg, Senna Adjus et Issan Guevara qui s'extirpent et rejoignent la Q2. Ensuite, la pole, elle est signée par Fermin Aldeguer devant Ayogura et Sergio Garcia. En deuxième ligne, Manuel González, Alonso Lopez et Albert Arenas avec Arbolino 7ème. Au départ de la course, du coup, il y a 4 pilotes qui manquent à l'appel. Joe Roberts, on en a parlé, mais aussi Javi Cardelus, Philippe Salach et Denis Onchu, qui est lui remplacé au pied levé par un revenant, Marcel Schroeter. À l'extinction des feux, très très bon départ de Tony Arbolino, mais Fermin Aldeguer garde la tête et s'échappe. Derrière, Ogura et Garcia ont réussi à se détacher d'Alonso Lopez et de Tony Arbolino, mais les deux coéquipiers de MTL Metz MSI arrivent pas à rouler dans le rythme d'Aldeguer. Ils sont à chaque fois 1 ou 2 dixièmes moins rapides. Et du coup, ils n'arrivent pas à garder son train. Au 4e tour, Zonta van den Gorberg chute, imité par Aaron Canet et Albert Arenas au tour suivant. Et puis Sasaki. Pendant ce temps-là, c'est Sergio Garcia qui mène la chasse, derrière Aldeguer, sauf qu'il sort large dans les enchaînements rapides juste avant la chicane, et se fait dépasser par Ayogura qui prend le relais. À ce moment-là, Fermin Aldeguer, il était tout seul en tête, et on pensait qu'il gérerait son avance
qui était de plus d'1 seconde à ce moment-là. Sauf qu'à 9 tours de la fin, il écope d'un long lap penalty pour avoir dépassé les limites de la piste. Ce long lap, il le fait à 7 tours de la fin, et ça propulse Ogura et Garcia aux avant-postes. Fermín Aldeguer, il arrive quand même à refaire son retard, parce que Ogura et Garcia se disputent la victoire. Il dépasse Garcia dans les derniers tours, qui perd du terrain en plus en fin de course, et il revient sur les talons d'Ogura, mais ça suffira pas. Et du coup, Ai Ogura gagne devant Aldeguer, puis Sergio Garcia. Dixon 4ème, Chantra 5ème, Tony Arbolino 6ème, et ensuite c'est Marcos Ramirez, Alonso Lopez 8ème, González, Celestino Vietti pour clore le top 10, 2 points pour Bo Benschneider, 14ème chez lui, et de retour de blessure. Au championnat, malgré son week-end un peu moins étincelant que les précédents, Sergio Garcia augmente son avance en tête du championnat. Il a 14 points maintenant, avec le forfait de son premier poursuivant Joe Roberts, et ça permet à Ai Ogura de monter à la 2ème place, Alonso Lopez est 4ème, et Fermín Aldeguer 5ème. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette course ? J'avais envie de claquer Aldeguer. Pour être poli, il fait des erreurs bêtes, mais des erreurs bêtes. Il fait des erreurs tout seul, il est devant, il a les moyens d'aller gagner, et non, il faut qu'il fasse des erreurs tout seul, comme un idiot devant. Ça m'a rendu dingue. Vraiment, Enfin, c'est vraiment... comment tu peux avoir des problèmes de track limit tout seul devant ? Genre, il faut m'expliquer. Ouais, et puis c'est assez frappant parce que quand il a reçu son premier avertissement pour les limites de la piste, il était le seul du top 15 à en avoir un. Et quand il est sanctionné d'un long lap, il y avait que 3 autres pilotes du top 15 qui avaient un warning. Donc les autres pilotes ont réussi à gérer ça et il est un des rares à s'être fait piéger, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend d'un pilote qui va monter en MotoGP l'année prochaine. En fait, encore une fois, Aldeguer, pour moi, il est pas à la hauteur là où il devrait être cette saison. Là, il est 5ème au championnat, il est à 83 points quand Garcia en a 138. Franchement, j'ai encore du mal. Alors, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup, hein, faut pas aller se tromper là-dessus. Mais il est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, en fait. Et c'est vraiment dommage, surtout pour faire des erreurs aussi bêtes sur la course. Après, fort heureusement pour lui, il finit 2ème, c'est pas dramatique. Mais quand même, il a dû remonter, il a dû batailler, et en fait, il avait fait le taf en début de course, il fait une erreur, et du coup, il se retrouve à devoir refaire le même taf pendant la course. C'est stupide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est stupide, et c'est une perte de temps, une perte d'énergie, et des points perdus, donc c'est vraiment dommage. Par contre, Ogura, très très bien ce week-end, et il relance, encore une fois, de toute façon, chaque fois qu'Ogura est sur le podium, on parle de Ogura pour aller remplacer Nakagami, donc ça relance encore la machine... des réflexions, mais lui était vraiment très bon, très bon, et il a bien tenu tête à Aldeguer sur la fin de course, donc ça c'était vraiment chouette. Tu l'as pas vu, Stéphane, la course ? Non, mais en tout cas, quand je vois les résultats, on peut se poser quand même des questions pour Aldeguer, quoi. Enfin, parce que si tu montes en MotoGP pour faire ça, je pense que ça va pas faire rire longtemps tes potes. Surtout que les places sont quand même très chères. Les places sont chères, il va chez Ducati, il y a un enjeu, quoi. En tout cas, dans la presse italienne, il y a déjà des articles sur la pénalité que Ducati devrait verser à Aldeguer au cas où il le ferait pas monter en MotoGP pour la saison qui arrive. Ah ouais ? Donc tu vois, si les médias disent ça, c'est que peut-être que ils ont peut-être eu vent que peut-être que les contrats pourraient être renégociés. Ou peut-être que c'est juste pour lui mettre la pression. Ou ils peuvent dire, vu ses résultats, on l'embauchera l'année d'après, et puis on laisse encore une année en Moto 2. Mais peut-être que pour lui, vu les résultats, ça serait peut-être pas plus mal de rester peut-être en Moto 2 plutôt que partir en MotoGP dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il y a un petit bas pour la 5e place et pas la première place. Normalement, on fait quand même monter les premiers et pas les 5e. Surtout quand ils ont autant d'écart. C'est que même pour lui, se mettre dans une autre dynamique, ça serait peut-être mieux que partir en MotoGP dans une dynamique pas très bonne. Ça peut peut-être le desservir encore plus les traînes, et si t'es desservi en MotoGP, qui t'es éjecté, tu ne retrouveras plus jamais en MotoGP. Mais t'imagines le bordel que ça mettrait, parce que quand même sa montée chez Ducati a foutu un bordel pas possible dans le mercato, parce qu'il a pris une place d'office sur les motos de l'année prochaine. Et imagine s'il monte pas. Après, à côté, ce qui est assez surprenant, c'est que personne ne parle de Garcia,
personne ne parle de Garcia en MotoGP, alors que Garcia est enfin à la hauteur de ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé en tant que rookie en Moto2. Nous, on attendait Guevara, mais Garcia, faut pas oublier la saison qu'il a fait quand il était en Moto3. Enfin, il est au niveau auquel on l'attendait. Personne ne parle de lui en MotoGP. Ça, je trouve ça assez surprenant. Quand à côté, Jarvis commence à parler d'Alonso Lopez en MotoGP chez Pramac. C'est sûr. Ouais, moi je pensais que Garcia aurait sa place dans le Team Tech 3 et avec les mouvements de ces dernières semaines, bah du coup c'est plus gas et les pilotes sont déjà assignés donc. Après il reste des places chez Trackhouse. Ouais, parce que Trackhouse, en plus de ça, disait qu'ils étaient pas sûrs de rester avec Aprilia l'année prochaine. Donc, bon, ça, c'est encore les mystères du mercato. Encore notre sujet. Bon, en tout cas, pour moi, Garcia, vu la saison qu'il fait, serait plus légitime à monter que Aldegar. Mais ça, c'est à voir. Normalement, Ken fait monter les Lopez 2, 3 premiers, ils n'ont pas trop de différence de points, mais tu fais pas monter des gens qui sont 5 points avec 50 points d'écart. Non, et puis il n'y a pas tant de place que ça non plus, donc c'est à réfléchir aussi. Le truc, moi, qui m'a marqué, par contre, pendant ce week-end, et il me semble qu'Automne, tu l'avais noté aussi, c'est Roberts qui a voulu se faire une petite Lorenzo. Pour rappel, Lorenzo avait fait un retour tonitruant dans le week-end en 2013 après une blessure. Il s'était fracturé la clavicule, lui aussi, pendant les essais. Et donc Roberts a voulu faire la même chose, sauf que depuis 2013, c'est plus possible de revenir en course dans les 48 heures suivant une anesthésie générale. Ce qui est pas déconnant hein, comme règle, on va pas se mentir. Mais du coup, Roberts l'a tenté et ne l'a pas fait. Et pourtant, ça aurait été plus facile parce que Joe Roberts, il a été opéré à l'hôpital d'Assen, alors que Lorenzo, c'était à Barcelone. Ouais, et c'est reparti loin. Bah, c'est plutôt l'inverse. Disons que Lorenzo n'aurait jamais dû recourir à la course de dimanche. Non, mais ça fait partie de la légende de Lorenzo. Pour le coup, ça... De Lorenzo. De mémoire, il a fini 5ème, c'est ça, la course. Ouais. Automne, il y avait un point concernant le Moto2 que tu voulais aborder, il me semble, avant qu'on passe au MotoGP. Ouais, c'était avant la course, le team RW Racing Hydrofolia qui a dévoilé 2 décorations spéciales pour le Grand Prix d'Assen, qui reprenaient le design légendaire de Suzuki 500. Avec les plaques jaunes pour les numéros à l'ancienne. Donc il y en avait une pour Barry Baltus avec la déco de Barry Sheen, rouge, jaune et blanche. Et ça tombe bien parce qu'il porte le prénom Barry en hommage à Sheen, le même numéro. Et son casque reprend même le design de celui du double champion du monde. Donc voilà, pour Zonta van der Goorberg, en revanche, c'était une livrée bleu ciel et blanche en hommage à Will Hartog, qui est un pilote néerlandais qui a gagné le Grand Prix d'Assen en 77. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir parce que, avec le départ de Suzuki, on se disait que il y aurait pas de livret vintage au Grand Prix de Silverstone. Et au final, ça arrive en Moto2 et c'est à Assen. Ouais, bien en plus, ce week-end, c'était le week-end où il aurait fallu normalement fêter les 75 ans du MotoGP, de la catégorie Rennes, puisqu'on appelait pas ça MotoGP à l'époque, parce que Assen, c'est le seul circuit sur lequel on a roulé chaque année depuis la création du championnat. En 49. Petit fun fact pour briller en société. On va passer rapidement au MotoGP parce qu'il y en avait des choses à dire encore ce week-end, les copains. Vraiment beaucoup de choses. Donc j'espère que vous avez vu les courses, que vous les avez bien regardées, parce qu'on va avoir plein de choses à voir. Tout d'abord, concernant les qualifs en Q1, c'est Acosta et Didja qui passent en Q2. Acosta un peu moins en forme ce week-end comparé au week-end précédent. Et en Q2, c'est Bagnaia qui signe la première pole de la saison pour l'Italien, suivi de Martin Viñales. Marc Marquez lui se positionne 7ème sur la grille de départ, Acosta 10ème. Et du côté des Français, Fabio Quartararo se place 13ème et Johan Zarco 19ème. Et Martin a bénéficié d'une pénalité de 3 places sur la grille pour le dimanche suite à sa conduite trop lente en Q2. Ça n'a rien de surprenant quand on voit les images. Il a surtout gêné un pilote, plutôt que conduire un peu. Ouais, oui, c'est clair. Mais du coup, ça a été annoncé par la direction de course comme pour Slow Rider, blablabla. Le samedi, pour la course sprint, c'est Bagnaia qui prend le meilleur départ devant Martin et Alex Marquez. Marc Marquez, le frère, donc, qui s'est qualifié 7ème, remonte de 2 places, juste derrière Viñales, mais perd l'arrière sur un vibrant dans le deuxième tour et finit au bac.
Fabio Quartararo, quant à lui, derrière, connaît un bon samedi puisqu'il est déjà remonté à la 9e position. Et en tête, l'Italien fait une course sans erreur et s'éloigne petit à petit de Martin et Viñales qui, eux, tentent de remonter pour la 2e place. La vraie animation de cette course n'est autre que la bagarre entre Alex Marquez, Bastianini, Binder et Espargaro pour la 4e position. Alex Marquez, lui, dépasse les limites et se voit pénaliser dans le long lap au profit de Fabio Quartararo qui donc gagne une place. Et c'est évidemment, sans grande surprise sur cette course, Pecco Bagnaia qui passe la ligne d'arrivée en tête devant Martin et Viñales. Le top 10 va se compléter de Bastianini, Digia, Binder, Quartararo, Alex Marquez, Morbidelli et Acosta. Et Alex Espargaro a lourdement chuté dans le dernier tour et du coup ne roulera pas du reste du week-end, il est déclaré unfit. Donc ça c'était la course sprint du samedi où Bagnaia a survolé le week-end parce qu'il a mené toutes les séances du vendredi, toutes les séances du samedi. Le dimanche était un peu moins performant pour lui le matin puisqu'il n'a pas mené le warm-up, mais vous allez voir ce qui s'est passé en course. Bagnaia était encore là encore une fois là. Dans la lignée de son très bon week-end, il a fait le all shot devant Viñales et Martin. Dès le premier tour, Rins fait un énorme high side. Je pense qu'il n'a toujours pas atterri de sa chute, qui donnera une bonne frayeur aux spectateurs parce que nous, en tout cas derrière les écrans, on n'attendait que des nouvelles du pilote parce que c'était vraiment pas beau à voir. Derrière, on a Marc Marquez qui viendra prendre la 3e place à Viñales, suivi de très proche par Di Giannantonio qui fait une course avec un rythme de fou et un rythme proche de celui de Pecco qui était en tête et surtout des freinages de fou furieux pour l'Italien. Et devant, on a toujours Pecco Bagnaia qui s'éloigne petit à petit et qui a déjà 8 dixièmes d'avance sur Martin, qui lui est en avance de 2 secondes sur Digia. C'est un groupe de 4 qui va se former, composé de Digia, Marc Marquez, Viñales et Acosta pour tenter de revenir sur Martin. Mais c'était sans compter sur Bastianini, sorti de nulle part, qui revient très fort et qui vient déjà prendre l'avantage sur Acosta. Viñales réussit à se défaire de Marc Marquez et Digia pour prendre la 3e place et Bastianini se faufile pour prendre la 4e. Les 2 pilotes arrivent à creuser l'écart sur le groupe et Bastianini vient prendre l'avantage sur l'Espagnol pour se placer 3e. Derrière, dans le dernier tour, il y a Acosta qui chute, erreur de débutant encore une fois. Et c'est à nouveau sans grande surprise que Bagnaia va passer le drapeau à damier en tête, suivi de Martin et Bastianini. Marquez, lui, finit 4e, mais seulement pour un temps, puisqu'il va être rétrogradé à la 10e place en raison d'une pénalité sur une pression de pneus non conforme. Et c'est un top 10 qui se complète par Di Giannantonio, Viñales, Binder, Alex Marquez, Fernandez, Morbidelli et Marquez. Et on peut aussi noter la chute de Bezzecchi. J'ai pleuré tout mon dimanche si vous posez la question. Et Mir. Une déchute, pourrais plus dire. Je vais pas relever, Stéphane, je vais pas relever. Je tiens à notre amitié. Et au classement au championnat, on a donc Martin avec 200 points, Bagnaia avec 190, Marc Marquez dans le top 3 avec 142 points, Bastianini qui lui est à 136, Viñales avec 118 et Acosta qui vient clôturer le top 6 avec 101 points. Quartararo quant à lui a fini dans les points puisqu'il a fini 12e et Zarco a fini 13e, donc nos 2 Français ont fini dans les points. Du côté de la course, avant de parler de Pecco, il y a un petit point que moi je voulais relever, c'est la pénalité de Marquez et une interrogation qu'on a eue dimanche, puisqu'on a vu Marquez céder une place à Di Giannantonio, si je dis pas de bêtises, durant la course. On s'est tous posé la question du pourquoi, du comment, et c'est qu'en fait il s'est rendu compte dès le début de la course que la pression de ses pneus n'était pas bonne, donc apparemment une erreur de la part de l'équipe. Et du coup, il s'est dit que pour gérer ça, vu que sa pression était trop faible, il allait céder des places pour être dans le paquet et faire remonter sa pression, parce qu'il faut, pour pas être pénalisé, que ta pression de pneu soit à un certain niveau, 60% de la course. Donc pendant un certain temps, malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Moi, la petite chose que j'ai à relever, entre le moment où il y a eu la course et le moment où on a eu l'information, il y a eu 3 ou 4 heures, il me semble, avant que ce soit communiqué. Il y a eu très longtemps après. Mais comme Martin avec ses pénalités du samedi, hein, la course au sprint était finie, qu'on avait l'info 4 heures après qu'il était pénalisé d'un truc qui avait eu lieu en qualif. Donc, fort heureusement, les pénalités sur les séances sont pas appliquées pendant la sprint, mais c'est encore une fois un peu hallucinant le temps qu'on a pour avoir les pénalités. Qu'est-ce que t'as pensé de la course, toi, Stéphane, ce week-end ?
Bah déjà, des courses, bah c'est sûr que sur l'ensemble des courses, pour la deuxième fois, c'est vrai que Bagnaia est super fort tout le week-end. Il a été intouchable. Enfin là, pour le coup, c'est vrai il a été très très bon. Il est parti en tête et personne ne l'a jamais revu. Martin, du coup, j'ai trouvé quand même un peu plus en dedans. Alors est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est Bagnaia qui a pris l'ascendant dessus? Est-ce que c'est Martin qui se relâche? Est-ce que c'est juste le circuit? Bon, on verra à la prochaine course. Mais c'est vrai que Martin, du coup, ben il est toujours premier, mais il a que 10 points d'avance sur Bagnaia et 10 points, c'est vite rattrapé. Et après, j'ai trouvé dans les flops du week-end, pour moi je dirais Acosta parce que même s'il est rookie, c'est vrai qu'il a fait un super début de saison, on a placé beaucoup d'espoir en lui. Il a fait quelques erreurs, on a dit il est débutant, c'est pas grave. Et c'est vrai que là, bon, il part à la faute certes parce qu'il avait un pneu arrière soft et on voyait dès la mi-course qu'il avait du mal quand même il avait du mal à le gérer, mais il aurait peut-être dû lâcher un petit peu pour finir la course plutôt que vouloir trop attaquer. Surtout que Binder qui est derrière lui, il était très loin, pas de bêtises. Et il aurait pas eu besoin d'attaquer outre mesure pour finir la course et finir la course devant Binder. Mais et là, je trouve qu'au moment, Acosta, je trouve que ça fait 2-3 week-ends où il est un peu en deçà et pareil, il faudrait qu'il relève un peu la pente. Ouais, je suis d'accord avec toi pour Acosta, c'était vraiment dommage. Pour revenir sur Martin dont tu parlais, il a dit dans ses déclarations que ce week-end il n'y avait rien à faire face à Pecco, que Pecco était au-dessus de tout le monde. Donc c'était très compliqué de lui tenir tête. Et aussi que pour lui ça avait été très compliqué après le dernier Grand Prix parce que mentalement c'était un peu la descente aux enfers pour lui. Il arrive le jeudi avec l'image d'un guidon officiel chez Ducati et puis au final Marquez ouvre sa bouche et derrière il a pas son guidon. Donc il disait que c'était assez compliqué mentalement pour lui. Et surtout que Pecco ce week-end était imbattable. Pecco ce week-end a été au-dessus de tout le monde, c'était hallucinant. Il me semble que c'est la première fois de sa carrière qu'il mène une première séance du week-end en tête. Et surtout, il y a une petite stat que moi j'ai trouvé très impressionnante sur Pecco, c'est que sur les 3 derniers Grands Prix, courses et sprints incluses, sur 109 tours, il en a mené 90. Ce qui est assez impressionnant, je trouve. Ouais, c'est énorme. Une autre stat, c'est que Pecco, il a complété la course cette année en 30 secondes de moins que l'année dernière. C'est énorme. Voilà, donc d'une année sur l'autre, il a gagné 30 secondes en temps de course. Ça s'explique par les performances de la Ducati, par les pneus, mais quand même beaucoup par le pilote. Et il était tellement au-dessus du lot ce week-end qu'il était même dégoûté de plus avoir un train de pneus neuf, soft je crois, pour être premier au warm-up et faire le grand chelem de toutes les séances. Mais quand tu vois de toute façon les motos, elles sont quand même plus efficaces les 24 que les 23 parce que tu vois Marquez est quand même très fort. Tu vois que par rapport aux motos de 2024, il arrive pas à les suivre. Ouais. Quand Dieu sait si c'est un bon pilote, mais tu vois qu'il y a quand même une très grosse différence avec Ducati. Ils ont fait une machine qui est performante d'entrée de jeu. D'habitude les Ducati, les nouvelles motos sont performantes au milieu de saison qu'ils la comprennent. Là ils l'ont compris dès le début d'année en fait leur moto. Et du coup ils sont vachement d'avance sur les réglages qu'on pouvait voir les années d'avant. Ouais, d'habitude, ça se fait en milieu de saison. On voit une vraie évolution et un vrai gap dès la mi-saison vers la trêve. Là, c'est pas le cas, ça a été dès le début de saison. Bagnaia, là en tout cas, met tout en œuvre pour revenir sur Martin. Et en effet, Marquez, qu'à la GP23, lui aura pas d'évolution, la moto va pas changer jusqu'à la fin de saison. Donc ça ne l'empêche pas d'aller se battre parce que c'est Marquez. Et parce que, je dis ça, mais d'autres pilotes sont capables de le faire. Mais ouais, Pecco, la moto est parfaite. Et Bastianini, pour moi c'est un mi-flop, mi-top, c'est que s'il arrivait à mieux se qualifier, il serait champion du monde depuis très longtemps, le mec. Ça me rend dingue. Il a le rythme, il a la capacité d'aller doubler, il arrive à tenir tête au pilote, mais il se qualifie mal. Il se qualifie mal et du coup il finit plus loin. C'est là la manière dont il est remonté sur tous les pilotes en fin de course. Tu dis bah ok mec, mais en fait si tu t'étais mieux qualifié, t'aurais peut-être pu faire ça sur Pecco dès le début de course en fait. Ils ont la même moto, ils se battent à armes égales. Et quand même, Bastianini disait qu'il n'était pas encore revenu à son niveau de l'année dernière, avant sa blessure. Comme Rins, tu te rends compte que
les gars qui ont pris des gros volumes l'année dernière, il y en a quand même plein qui sont pas à 100% et tu comprends mieux pourquoi ils sont pas, enfin, Mais ils sont moins performants. Rins, c'est dramatique. Enfin, déjà, c'est un pilote qui s'est quand même beaucoup blessé dans sa carrière. Il est beaucoup chuté. Il a beaucoup chuté. Sa chute de l'année dernière, il s'en est toujours pas remis parce qu'il boite toujours. Et là, avec la pelle qui s'est pris, mais déjà, il s'est fait satelliser de sa moto. Enfin, moi, quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, mais mon Dieu. Mais il a mis ses minutes à reprendre ses esprits quand tu vois, il est quand même il est assis. Le mec, t'es plus où il a dit. Ouais. Et c'est resté longtemps comme ça, tu vois. Ça a dû se taper fort. Par contre, ça a valu à Kevin de la boîte à clapet de faire une blague que j'ai trouvée très drôle, puisqu'il a fait un tweet en mentionnant Thomas Pesquet, en disant si tu vois quelqu'un passer en combi à côté de l'ISS, t'inquiète, c'est Rins, t'inquiète, y a pas de souci. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais en tout cas, ouais, et du coup, il est parti à Madrid se faire opérer parce qu'il souffre d'une fracture au pied droit et d'une contusion au poignet droit, et apparemment, il y avait d'autres examens à faire. Il disait qu'il attendait des résultats. Mais ouais, pour moi, Rins a continué comme ça. Peut-être qu'il va falloir raccrocher la combi aussi à un moment donné, quand ton corps est plus capable d'assimiler les blessures, d'assimiler les chocs. Est-ce que la question va pas se poser? Enfin, en tout cas, moi, à la place du pilote, je suis à l'hôpital le dimanche soir après une chute comme ça, je me pose la question quand même. Après, tu connais les pilotes, hein, ils peuvent être en vrac, ils ont leur contrat, ils veulent courir, et puis ils vont courir coûte que coûte. Donc je trouve ça bête, mais bon. Ouais, bah comme on l'a vu avec Paul Espargaro l'année dernière, qui voulait absolument courir après Portimao. C'était dans un documentaire dont il en parlait, et sa femme en parlait très bien, mais oui, il voulait absolument courir parce que la moto, c'est sa vie. Et puis une fois qu'il était sur la moto, à la fin de la saison, il s'est dit, mais en fait, à quoi ça sert? Je joue à quoi? À quoi ça sert, c'est ça? C'est ça. Et après, je suis désolé, mais bon, t'as parlé de Bezzecchi, et puis moi, pour revenir dessus, je trouve que c'est aussi un peu le flop, parce que je crois qu'il est tombé presque à toutes les séances, et il est tombé fort tout le temps, et même en course, il a pas réussi à rallier l'arrivée, donc c'est pareil, c'est quand même quelqu'un qui a du mal à maîtriser la moto de cette année par rapport à celle de... la moto 23 par rapport à celle de 22 qu'il avait en 2023. C'est Marquez qui a modifié la moto. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il était flamboyant l'année dernière, et cette année... Mais il l'a dit dès le début de la saison. Il a complètement sa place. Qu'est-ce que tu racontes? Sur les perfos de cette année, je suis désolé, il est pas là, quoi. Moi, j'ai oublié d'être heureuse cette saison, hein, clairement. Mais il le disait en début de saison que la GP 23 était beaucoup plus compliquée à appréhender que la GP 22. En l'occurrence, apparemment, il n'y arrive pas du tout. Ce qui est assez surprenant par rapport à Di Antonio, qui s'en sort vraiment très très bien. Et ce qui est vraiment dommage quand tu connais le potentiel du pilote. Sa saison de rookie, il n'était pas face à des rookies incroyables, mais il avait quand même fait une bonne saison de rookie. L'année dernière, jusqu'à sa fracture, il était très bien placé aussi. Moi, je suis curieuse de voir ce qu'il va faire chez Aprilia l'année prochaine, parce que du coup, nouvelle moto, nouveau défi. Et est-ce qu'il va être capable... Je vais te dire, tu vois, tu l'as dit, là, il a du mal, mais sur une nouvelle machine, tu vois, qu'il faut développer, parce que c'est la machine de l'année en plus. Est-ce qu'il va réussir à performer, sachant que son coéquipier sera Martin? Et on sait que Martin est quand même super fort, donc voilà. Mon niveau de neutralité quand on parle de Bezzecchi est très faible, Stéphane, tu le sais. Hein. Je sais, j'essaie d'être objectif. En parlant de Bezzecchi, ça me fait quand même me dire que Rossi est très très fort. Il a des pilotes partout, le mec. Et il arrive à mettre des pilotes partout. Il avait ses pilotes chez Yamaha, il a des pilotes chez Ducati, maintenant il a des pilotes chez Aprilia. Il a réussi à mettre Morbidelli chez Ducati, alors c'est ce que je te dis, il est fort. Oui, c'est clair, il n'y a que chez KTM, il se dit non, pas envie. Non. Arrête, il y a Celestino Vietti chez KTM. Ah, Vietti qui a fait un top 10 en Moto 2 quand même, notons-le. Après, est-ce que Rossi, c'est Monster dramatique. Ouais, après, à voir ce que ça donnerait quand ils vont passer, quand la VR46 va repasser chez Yamaha. En parlant de voir ce que ça va donner, Honda, gros flop du week-end, encore une fois, c'est Marini ou Mir Mir, il me semble, qui fait qui a une casse moteur. Non, c'est Marini. Ah, c'est ça, Marini qui a une casse moteur dans le week-end. Mais moi, j'ai de la peine pour eux à chaque fois que je les vois rouler. Enfin,
qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils ont laissé tomber parce qu'ils se disent c'est bon, l'année prochaine on a une Espargaro, on va repartir à zéro, on va monter une nouvelle moto? Mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, ça doit être un supplice pour les pilotes de monter sur cette moto. Bah, surtout pour Mir qui est encore tombé. Enfin, je veux dire, le mec, et au moins il va se tuer. Bah, Mir, il a fini premier des Honda, si je me trompe pas. Donc, il a dit qu'il y avait une amélioration ce week-end. Mais c'est sûr que, bah, il faut prendre des risques, quoi. Mais alors, est-ce que l'amélioration, c'est le fait de pas tomber, tu vois? Ouais. Mir, il tombe, hein. Et non, la première... ouais. La première Honda, c'est Zarco qui finit Non, 13e. je me suis trompé. Je pensais à la sprint, je crois. Je crois que c'est en sprint que Mir est... Zarco qui finit 13e, qui finit à 42 secondes du premier. 42 secondes. Nakagami finit à 46 secondes et Marini à 1 minute 10. Enfin, c'est énorme. C'est dramatique. Enfin, Marini, qu'est-ce qui s'est passé en fait? À quel moment tu finis un potentiel Enfin, ce mec a quand même un potentiel, on l'a vu à la VR46, on a vu ce qu'il était capable de faire, il finit à 1 minute 10 de Pecco. Ophélie, question qui fâche, mais est-ce qu'il avait du potentiel parce qu'il était chez Ducati et maintenant qu'il y a une moto plus compliquée, il est où son potentiel? Tu veux dire que c'est la moto qui fait tout et que les pilotes ne servent à rien? Eh bah, il y a un moment, est-ce que c'est pas la moto qui sublime un peu le pilote, c'est pas l'inverse? Tu vois, parce qu'on sait que la Ducati, tu vois, la Ducati, elle est tellement facile que, j'ai envie de dire, entre parenthèses, peut-être que n'importe qui pourrait être bon, et finalement, quand il se retrouve sur des motos plus modestes, il arrive pas à faire, enfin, il arrive pas à faire alors, je dis pas faire un résultat, mais être le meilleur de ces motos-là. Non, mais évidemment, après, n'est pas Marc Marquez ce qu'il veut. Enfin, les pilotes qui ont réussi à maîtriser la Honda, ils sont quand même assez rares. Pour l'instant, il y a Zarco qui la maîtrise. Pedrosa y arrivait, mais bon. Ouais. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, je veux dire, dans les anciennes saisons, Marquez, il a réussi à faire d'une Brel une moto qui gagne, mais parce que c'était Marquez. Là, la Honda, on sait qu'elle est très compliquée. Mais oui, en effet, forcément, tu passes d'une Ducati, qui est la moto la plus facile, entre guillemets, du paddock, à la Honda, qui est l'une des pires avec Yamaha. Oui, forcément que ça devient compliqué. Et forcément que le potentiel du pilote... il va pas être sublimé et peut-être que le potentiel du pilote ne suffit pas non plus. Là, je te rejoins complètement là-dessus. Tu mettrais n'importe quel pilote sur la Honda, je pense que là, vu la moto, il sera en galère. C'est pas pour rien que Marquez est parti. Zarco, alors déjà, l'époque Marquez, je pense qu'il faut plus en parler parce que maintenant, je pense que Honda, il essaie de développer une moto, on va dire. Ça se voit pas, mais je pense qu'il soit plus adapté à plusieurs pilotes plutôt qu'à un seul pilote. Et dans le cas de Marini, quand on parle de lui, au moins tu l'attends, enfin, tu vois, qu'il fasse la chasse avec Zarco. Là, le mec, il finit à 30 secondes de Zarco. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas méchant, mais il est où le potentiel de Marini? Il est où le pilote? Et, enfin, Marini et Zarco, ils sont arrivés en même temps chez Honda. Donc, ils connaissaient pas la moto de ces deux. Marini, en plus, il est chez le team officiel. Donc, il a quand même des ingénieurs que n'a pas Zarco. Il a accès à des choses que n'a pas accès Zarco pour moi. Et donc, il finit quand même 17ème quand Zarco finit 13. Et c'est un jeune pilote, Zarco, il est en fin de carrière. Donc c'est là où tu te dis, peut-être que Marini, oui, je suis désolé, c'est peut-être pas un pilote, top pilote, il a été peut-être devant, juste parce qu'il avait la chance d'avoir une Ducati. C'est pour ça que ce sera intéressant de voir ce que font Jorge Martin et Marco Bezzecchi sur une autre moto, dans une moindre mesure parce que ce sera une Aprilia, mais ça permet de savoir si la Ducati sublime tant que ça les pilotes. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que Pecco serait aussi fort s'il roulait sur une Honda? C'est la question pour Pierre. J'ai être aux alentours de Zarco, qui pour l'instant c'est la référence chez Honda. C'est juste ça. C'est qu'année prochaine on verra parce qu'il y aura l'exode des Ducati. On verra, on fera un focus Ducati l'année prochaine. Je pense qu'il y a par contre un petit top à noter quand même, c'est la positivité entre guillemets de Fabio sur ce week-end, qui marque des points et en sprint et en course. Il me semble que c'est que la 3e fois depuis le début de la saison. Il avait l'air de dire qu'il avait testé un moteur qui lui plaisait beaucoup plus et qu'il aimerait l'avoir avant le Japon. Pour l'instant, apparemment, ça va pas se faire parce que c'est pas possible, mais il avait l'air de dire que ça allait dans le bon sens. Donc je trouve que c'est chouette. C'est plutôt positif de le voir comme ça. Ses déclarations ont complètement changé. C'est une bonne chose aussi. Donc je pense que ça, c'est vraiment un des tops du week-end. Il devait annoncer ce lundi qui allait remplacer Lynn Jarvis. Ils l'ont pas fait.
Ça parlait de Davide Brivio qui quitterait potentiellement Trackhouse pour Yamaha. Bon, ça, c'est encore une rumeur, évidemment. Mais du coup, on attend de voir. Mais j'ai l'impression qu'Yamaha, quand ils ont dit qu'ils voulaient faire des progrès, vont dans ce sens, en tout cas. Juste pour Quartararo, en fait, ils ont testé des choses sur un moteur, ils ont commencé à introduire des nouvelles pièces, mais c'est pas l'intégralité du moteur qui donnait satisfaction à Quartararo. Ouais, et pour l'instant, ils peuvent pas encore changer tous les moteurs. Toutes les pièces comme ils auraient testé, et qui seraient bien mieux que ce qu'il avait là. Oui, c'est ça. Et surtout, Fabio, il est déjà à son 6e moteur depuis le début de la saison, d'ouvert. Donc, il peut pas en changer 45 fois non plus dans la saison. Donc, il y a encore du chemin à faire et c'est normal d'être un peu prudent avec le fait de faire beaucoup de changements. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, Steph et Auton, ou pas? Sinon, on conclut. Sur le moteur de la Yamaha, Fabio disait que il était super satisfait du nouveau moteur et que Assen ne permettait pas de montrer toute l'étendue des avancées avec ce moteur-là, parce que c'était pas un circuit qui sollicitait énormément le moteur sur la ligne droite, je crois. Stéphane, t'avais quelque chose à rajouter sur Fabio avant qu'on conclue l'épisode ou pas? Ouais, comme disait Auton, en fait, c'est vrai que ce que disait Fabio, c'est que son moteur, en fait, lui permettait pas d'attaquer dans les virages rapides comme était Assen, mais plutôt dans des circuits plutôt stop and go, il disait. Ouais. Il attendait les prochaines courses un peu plus stop and go pour voir le potentiel du moteur. Ouais, de toute façon, ça va donner dans les prochains week-ends, parce que Saxon Ring, c'est un peu plus stop and go, pas complètement de ce que disait Fabio, mais il aura le moyen de donner plus de potentiel à sa moto, en tout cas de le montrer. Et puis c'est un week-end où on va attendre aussi une victoire de Marquez d'ailleurs, puisque c'est quand même sa maison. Il a jamais pas gagné là-bas depuis qu'il y va. L'année dernière, il a pas fait la course. En fait, toutes les courses où il a participé, il a gagné sur ce circuit. L'année dernière, il l'a pas fait parce qu'il a chuté. C'était le week-end où ça a un peu noté la fin de sa collaboration avec Honda. C'était un peu le week-end de trop. Donc on verra ça la semaine prochaine. Dernier petit point dont on aurait pu parler dans les actus, mais c'est pas grave, on en parle là, qui pour moi est une preuve d'amateurisme de la part du promoteur du MotoGP. C'est l'annulation du Grand Prix du Kazakhstan et du remplacement par le Grand Prix du Qatar, mais c'est pas sûr, ça sera peut-être autre chose, qui fait suite à l'annulation du Grand Prix d'Argentine, qui est en fait remplacé par le Kazakhstan, parce qu'en fait on n'allait plus au Kazakhstan, mais du coup on y va parce que ça remplace le week-end d'Argentine en septembre, et en fait on annule le Kazakhstan, du coup on retourne au Qatar, mais c'est pas sûr, ils parlaient potentiellement d'aller à Borno. Bref, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ça a une implication sur les teams qui ont moins d'argent que les gros teams de MotoGP, qui ont pris des billets d'avion, qui ont pris des chambres d'hôtel, bref, il y a une logistique aussi, il y a une logistique pour les journalistes qui essaient d'anticiper leur saison. Ouais, gros flop de la part du promoteur pour le coup sur cette logistique. C'est peut-être plus simple pour eux de retourner au Qatar, mais moi j'en vois pas l'intérêt, j'avoue, à mon petit niveau. Bref, on ira à Valence. Non mais en fait, franchement, quand ils ont annoncé le Qatar, je me suis dit, mais quitte à pas avoir de fréquentation, revenez en Espagne en fait. Enfin, vous voulez faire des courses toutes les semaines en Espagne, retournez en Espagne. Mais on sait pas où aller, si on est allé à Valence. Non mais c'est ça, là non, on va aller au Qatar. Parce que c'est en fait, l'intérêt du Qatar, c'est que c'est dans le bon sens pour ensuite la tournée outre-mer en Asie. Ouais, mais alors leur tournée outre-mer qui n'ont aucun sens non plus sur les déplacements, tu vois, si tu prends ce niveau-là, les déplacements du calendrier n'ont pas de sens non plus. Hein, donc, Oui. Et pour le coup, c'est le Grand Prix d'Inde qui avait été remplacé par la deuxième version du Grand Prix du Kazakhstan qui est finalement annulé. Oui, c'est ça. Enfin, c'était un bordel sans nom ce calendrier cette année. Voilà, donc ça c'était un peu pour moi le flop du week-end encore une fois. Donc on a fait le tour pour ce week-end. C'est un back-to-back, donc on va se retrouver très très vite en Allemagne le week-end prochain. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, YouTube, Discord, etc. pour parler de moto avec nous. On aime toujours beaucoup échanger avec
avec vous. Merci Stéphane et Automne pour votre temps. C'était très chouette d'enregistrer avec vous. Nous, on se retrouve, très vite. Et pour ceux qui sont dans le coin du Mans le week-end prochain ou qui ont envie de vivre une course qui n'est pas une course de MotoGP mais qui est une course tout aussi intense, il y a les 23h60 sur les circuits SIC au Mans où on sera avec Automne aux côtés du team ART72. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait 2 épisodes spéciaux l'année dernière sur le sujet. Team qui est tenu d'une main de maître par François, un autre de nos acolytes de C'est qui en pôle. Donc voilà, j'espère vous y voir. Et Stéphane, Automne, moi je vous dis à très vite. Ouais, à bientôt. Salut.